Il est 7 h ici à Paris. 6 h en temps universel. Bonjour Florent. Bonjour Claire, bonjour à tous. Bonjour à tous, c'est parti pour 3 heures d'information en direct ensemble. Tout d'abord, les titres de l'actualité internationale avec vous. Et à la une, ce matin sur France 24, le report du Brexit. Bruxelles donne 2 nouvelles dates à Londres pour acter le divorce. Ce sera soit le 12 avril, soit le 22 mai. Quelles sont les conditions données par l'Union européenne? Les détails, c'est dès le début de ce journal. À la une également, la contestation en Algérie, déjà le 5e vendredi de manifestation contre Abdelaziz Bouteflika. Rassemblement prévu à travers tout le pays et une nouvelle journée test pour le camp présidentiel. Et puis cet appel à la prière diffusé dans tout le pays, suivi de 2 minutes de silence. La Nouvelle-Zélande rend un vibrant hommage national aux 50 personnes tuées à Christchurch. La première ministre Jacinda Ardern était sur place. Voilà pour les titres clairs. Dans les 3 heures d'information à venir, vos rendez-vous habituels, l'info écho avec Axel May, le décryptage d'Armel Charrier, dans la presse avec Antoine Fenot. À la une des quotidiens français ce matin, les suites de l'affaire Benalla, notamment avec le Sénat qui a saisi la justice et qui met en cause 3 collaborateurs du président. L'opinion ce matin estime que le Sénat va au clash avec Macron. À 8h15, l'invité de Paris Direct sera Christophe Préau, administrateur et directeur de la rédaction de Toute l'Europe, un site pédagogique de référence en France sur les questions européennes. Nous parlerons Brexit, bien sûr. À 2 mois des élections européennes, nous analyserons les conséquences du report accordé hier au Royaume-Uni par les 27. L'Europe face à une multitude de défis en ce moment, également celui de la montée en puissance de la Chine. Le président chinois débute aujourd'hui à Rome une mini-tournée sur le vieux continent. Mais d'abord, le journal. À Bruxelles, les débats ont duré plus de 7 heures. À leur issue, une certitude, le Brexit n'aura pas lieu le 29 mars comme prévu. La première ministre britannique Theresa May a désormais 2 offres des 27 sur son bureau. Soit les députés britanniques approuvent la semaine prochaine son projet d'accord. Dans ce cas, le Brexit serait reporté au 22 mai officiellement, à la veille donc des élections européennes. Deuxième option, le texte est rejeté une 3e fois par les députés. Dans ce cas, Londres aurait jusqu'au 12 avril pour présenter un nouveau plan. On écoute Donald Tusk, le président du Conseil européen. Le Conseil européen a décidé d'approuver l'accord de Strasbourg concernant le report. Nos décisions envisagent 2 scénarios. Dans le premier cas, si l'accord de retrait est approuvé par la Chambre des communes la semaine prochaine, le Conseil européen approuve un report au 22 mai. Et on retrouve à Bruxelles notre correspondante Alix Le Bourdon. Bonjour Alix. Les débats ont donc été houleux hier entre les 27 et le Royaume-Uni. L'ordre du jour a même été modifié. En effet, et c'est à l'image de ce Brexit qui n'en finit pas, et c'est exactement ce qui exaspère les Européens, voire ce qui leur fait peur à seulement 2 mois des élections européennes. Alors hier soir, le dîner, en tout cas une partie du dîner, devait être consacrée au sujet des relations avec la Chine, mais ces discussions sur le report du Brexit se sont éternisées. Vous l'avez dit, 7 heures de débat tendus entre les 27, avec d'un côté Emmanuel Macron qui a affiché sa fermeté vis-à-vis du Royaume-Uni, au risque d'arriver au no deal, à la sortie sans accord, et puis de l'autre, la chancelière allemande Angela Merkel qui estime qu'il faut absolument éviter ce scénario. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Theresa May n'a pas convaincu ses homologues européens pendant 1h45 d'un jeu de questions-réponses que les 27 ont estimé insuffisant, et c'est sans doute la raison pour laquelle les Européens ont voulu aller plus loin que la proposition initiale du président du Conseil européen, Donald Tusk, de reporter ce Brexit au 22 mai si le texte était voté à la Chambre des communes. Les Européens y ajoutent cette date du 12 avril si le texte n'est pas ratifié par la Chambre des communes. Et désormais, Alix, place à un autre dossier crucial, les relations avec la Chine, et le timing n'est pas anodin puisque Xi Jinping est actuellement tourné sur le vieux continent.
Exactement. Et sur la table des dirigeants européens aujourd'hui, ce matin, un document qui avait été présenté par la Commission européenne il y a une dizaine de jours et qui vise à rééquilibrer les relations avec la Chine. L'idée globale de l'Union européenne, c'est d'être moins naïve et plus exigeante dans ses relations avec Pékin. Et dans ce document qui sera étudié ce matin, la Chine est qualifiée pour la première fois de rivale stratégique. Le constat, c'est que après des années de protection par la Chine de son marché intérieur, eh bien, la relation est déséquilibrée. L'autre grande inquiétude des Européens, évidemment, c'est ce grand projet d'infrastructure chinois des routes de la soie, alors que Pékin a déjà acquis le port grec du Pirée et qui pourrait investir dans des ports italiens. Ce programme, eh bien, les Européens le voient comme le moyen d'étendre l'influence chinoise, à commencer par les pays les plus endettés de l'Union européenne, comme la Grèce et l'Italie. Alix Le Bourdon, correspondante de France 24 dans la capitale de l'Europe. Merci beaucoup, Alix. Voilà pour cette actualité européenne. C'est le 5e vendredi consécutif de manifestations en Algérie. Oui, ils vont une nouvelle fois, les Algériens, battre le pavé. Rassemblement prévu à Alger et dans tout le pays contre la prolongation, je vous le rappelle, du 4e mandat présidentiel d'Abdelaziz Bouteflika, un chef de l'État au pouvoir depuis 20 ans et qui est de plus en plus isolé. Noémie Roche. Vendredi 22 février, des milliers d'Algériens défilent partout dans le pays, comme ici à Alger. Excédés par l'annonce d'une nouvelle candidature du président Abdelaziz Bouteflika, ils sont venus dire non. On ne veut pas d'un 5e mandat, il n'y a plus de président, nous n'avons qu'une photo, nous on dit non à un 5e mandat. Le dimanche, le président de 82 ans est hospitalisé à Genève. En Algérie, la contestation prend de l'ampleur et le 8 mars, c'est une marée humaine qui défile dans les rues de la capitale. Un vent d'espoir souffle dans les rues. 2 jours plus tard, le président est de retour. Il annonce, via une lettre lue en direct à la télévision, qu'il ne se représentera pas. L'élection présidentielle prévue en avril est reportée sine die. Les Algériens exultent, mais n'entendent pas en rester là, car en attendant, Abdelaziz Bouteflika garde son fauteuil. Pas convaincus par la promesse d'une transition courte du nouveau Premier ministre Nourdine Bedoui, ils sont des centaines de milliers dans les rues le 15 mars et exigent le départ de celui qu'ils considèrent comme un président fantôme. On ne veut pas d'un prolongement du mandat, on dit non. Ils essaient de nous duper, mais ça ne marche pas. Ce sont les jeunes qui vont construire le pays, pas les vieux. On en a marre de voir leur tête. Des revendications que les Algériens veulent porter jusqu'au bout, d'autant que leur mobilisation sans précédent semble avoir entamé l'unité du camp présidentiel. Plusieurs défections ont eu lieu ces derniers jours. Pour Donald Trump, le plateau du Golan est israélien. Un nouveau tweet du président américain, message en rupture totale avec la position traditionnelle de Washington dans la région. En pleine campagne pour les élections législatives dans son pays, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou évoque, je cite, une décision courageuse. Aux États-Unis, vous allez le voir, le tweet divise les élus. Correspondance Mathieu Mabin à Washington. L'annonce unilatérale de Donald Trump a immédiatement fait réagir les classes politiques de tous bords ici à Washington. D'abord parce qu'une fois de plus, le président a pris tout le monde de court. L'annonce faite par Twitter n'avait visiblement pas fait l'objet de consultations, en tout cas pas de déclaration préalable. Côté démocrate, c'est l'entourage de l'ancien président Barack Obama qui réagit le plus vivement. Les anciens membres de son administration, notamment, qui avaient déjà été confrontés à la question du statut du Golan. On retiendra notamment les déclarations de Robert Malley, qui considère que cette décision est prise au mépris du droit international et que le seul objectif de Donald Trump est de satisfaire les ambitions électorales de Benjamin Netanyahou. Je rappelle qu'un scrutin décisif doit se tenir en Israël le 9 avril prochain, des élections législatives qui conditionnent la réélection du chef du gouvernement israélien. De son côté, Leon Panetta, ancien patron du Pentagone, considère, lui, que la question aurait dû être débattue avec les partenaires européens, la Ligue arabe et bien entendu les Nations unies. Rappelons qu'une résolution des Nations unies datée de 1981 qualifie d'occupation la présence israélienne dans cette région du Golan. Alors, même si la déclaration du président américain a pris tout le monde de court, ce n'est pas réellement une surprise. Depuis son élection, Donald Trump a enchaîné les gestes de soutien au Premier ministre israélien. L'Amérique fait désormais cavalier seul dans sa gestion de la crise au Moyen-Orient.
Elle célébrait le Nouvel An kurde et la fête des mères. 94 personnes ont péri dans le naufrage de leur bac à Mossoul, c'est en Irak. Les victimes sont majoritairement des femmes et des enfants. Le Premier ministre Adel Abdelmahdi s'est rendu sur les lieux de l'accident. Il a décrété un deuil national de 3 jours. L'Organisation des Nations Unies évoque, elle, je cite, une terrible tragédie. Cette question à présent dans l'actualité, parviendront-ils à éviter la crise sanitaire qui se profile? Le Mozambique et le Zimbabwe ont toujours autant de mal à se remettre du passage d'Idai. Le cyclone a provoqué la mort de plus de 550 personnes dans la région. Il a détruit plus de 10 000 maisons, faisant encore plus de sans-abri. Les humanitaires redoutent désormais une épidémie de choléra. Serine Bay. Des villages totalement détruits, des ponts engloutis sous les eaux. Au Mozambique, une semaine après le passage du cyclone Idai, la situation humanitaire est de plus en plus critique. Plusieurs milliers de personnes n'ont plus de toit et n'ont pas mangé depuis plusieurs jours. Nous n'avons plus de vêtements, plus rien. On n'a plus rien à manger, rien, juste les vêtements qu'on porte sur nous. On dort dehors, dans la rue, qu'il pleuve ou pas, on est dehors. De nombreux Mozambicains prêtent main forte au secours pour aider les personnes qui pourraient être coincées sur des maisons ou dans les arbres. Je vais aller aider. Beaucoup de gens ont besoin d'aide. La plupart d'entre eux, en fait. J'ai déjà sauvé ma famille en utilisant mon canoë. Dans plusieurs villes, des distributions de nourriture sont organisées par le Programme alimentaire mondial. Mais pas assez, surtout dans les lieux reculés, difficiles d'accès. Nos plans maintenant, rien qu'au Mozambique, sont d'aider entre 600 000 et peut-être éventuellement jusqu'à 1,7 million de personnes pendant 3 mois avec un support alimentaire. C'est pourquoi nous faisons ici un appel tant au gouvernement qu'aux particuliers pour un soutien financier dont nous avons vraiment besoin pour aider toutes ces personnes qui sont vraiment dans une situation catastrophique. Les habitants manquent d'eau potable et les secours craignent les maladies transmissibles par l'eau. Ils mettent en garde contre les risques d'épidémie de choléra. Au Zimbabwe, près de 200 000 habitants seraient touchés par ces inondations. Plus d'une centaine sont toujours introuvables. Le président zimbabwéen a décrété un deuil national de 2 jours. L'hommage a été national. La Nouvelle-Zélande a salué la mémoire des 50 fidèles musulmans tués il y a une semaine. Diffusion d'un appel à la prière dans tout le pays, suivi par 2 minutes de silence. À Christchurch, théâtre de la tuerie, des milliers de personnes se sont rassemblées dans le silence. Parmi elles, la première ministre Jacinda Ardern. Le récit de Cécile Adobati. Un appel à la prière entendu par toute la Nouvelle-Zélande. À 13h30 heure locale, le pays à l'unisson rend hommage aux 50 musulmans tués par un suprémaciste blanc. La prière du vendredi est suivie par 2 minutes de silence. Le prophète Mahomet a dit que les croyants, dans la bonté, la compassion et l'affection qu'ils partagent, sont comme un seul corps. Quand une partie souffre, c'est tout le corps qui a mal. La Nouvelle-Zélande est en deuil avec vous. Nous sommes unis. La première ministre, comme des milliers d'anonymes, a assisté à la prière dans le parc en face de la mosquée Al-Nour, la première visée le 15 mars par le tueur. L'imam, qui officiait ce jour-là, a salué la solidarité des Néo-Zélandais. Nous sommes ensemble et nous sommes déterminés à ce que personne ne nous divise. Ce vendredi, de nombreuses femmes ont choisi de porter un foulard en signe de solidarité avec les musulmanes. Un autre signe d'union dans ce pays réputé pour sa tolérance et sa faible criminalité. Il est 7h14 ici à Paris. Tout de suite, le rappel des titres. Et à la une, ce matin sur France 24, le report du Brexit. L'Union européenne donne 2 nouvelles dates à Londres pour acter le divorce. Ce sera soit le 12 avril, soit le 22 mai. La contestation en Algérie, un mois de manifestation jour pour jour contre le président Abdelaziz Bouteflika. Rassemblement à nouveau prévu à travers tout le pays ce vendredi. Une nouvelle journée test pour le camp présidentiel. Dans l'actualité également, cet appel à la prière diffusé dans tout le pays en Nouvelle-Zélande. 2 minutes de silence également. C'est donc tout un pays qui a rendu hommage aux 50 personnes tuées à Christchurch. La première ministre Jacinda Ardern était sur place.